et qui avait aussi une image de marque qui s'était dégradée sur la première année du quinquennat, avec beaucoup d'attaques de tous ordres, qui ont profondément, probablement, marqué et injustement les gens. Il avait réussi à surmonter ça. Après, est-ce qu'il a droitisé ou pas sa campagne? Moi, j'en ai un peu assez au fond de ce débat. Nous avons le droit à l'UMP de parler des sujets qui sont des sujets souvent abordés par le Front National, puisque c'est le sujet. On a le droit de parler d'immigration, et heureusement, on a le droit de parler avec nos mots et nos actions. On a le droit de parler de phénomènes sociétaux. On a le droit de parler de sécurité. Enfin, heureusement. Sinon, tout sujet abordé par le Front National devient un sujet interdit. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc simplement, on en parle avec nos propres valeurs et nos propres regards. On a le droit aussi de se dire que c'est pas très bon qu'il y ait autant de votes pour le Front National et qu'on doit essayer de faire baisser ce vote, sans stigmatiser les électeurs. Ils n'ont jamais tort, les électeurs. Jamais. Quelqu'un a toujours le droit de voter pour quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que s'il ne vote pas pour vous, c'est qu'il n'a pas compris ce que vous vouliez faire, c'est que vous n'avez pas été suffisamment convaincant, c'est que vous n'avez pas eu assez de résultats. Les gens jugent quand même beaucoup aux résultats maintenant, en période de crise c'est compliqué, et donc il faut changer un peu votre offre politique. Il faut la modifier, il faut aussi essayer de... Et Sarkozy était très bien arrivé en 2007. Bon, voilà. Je ne crois pas qu'il y ait une droitisation de la campagne. Je pense qu'il y a des thèmes qu'il faut maintenant réaborder. L'UMP rentre dans une phase d'opposition et donc de reconstruction, et là elle doit reclarifier les choses et être fier de son indépendance et de ses propres valeurs, pas des valeurs des autres. Il n'y a aucun tabou. Alors on va revenir plus tard justement sur ces valeurs de l'UMP. Juste avant, on voudrait parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant les législatives. Donc l'UMP a adopté la stratégie du ni-ni, c'est-à-dire ni Front National, ni Front Républicain. Pourtant, des personnalités se sont un petit peu éloignées de cette consigne. On pense par exemple à Nathalie Kosciusko-Morizet ou Chantal Joanneau, qui ont dit que personnellement, s'il y avait un candidat PS face à un candidat Front National, ils porteraient leur choix sur le Parti Socialiste. Et de l'autre côté, on avait des personnes comme Nadine Morano ou Philippe Bonnec, qui est député de Loire-Atlantique, qui parlaient plutôt d'une proximité avec le FN. Alors, pour vous, quelle était la ligne à suivre? C'était une ligne où il fallait... Celle de l'UMP, moi je fais partie d'un mouvement politique, j'y suis attaché, j'ai participé à sa construction comme beaucoup d'autres, et je pense que le nini, évidemment, c'est pas terrible à dire comme ça, hein, ça fait pas de grande stratégie, mais au fond, de se dire que si on est opposé, si on est confronté plutôt à cette situation, vous avez un candidat de gauche et un candidat du Front National, on a envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre. On peut pas dire que l'un entraîne la France dans le mur, sur tous les plans dans une société d'assistanat et de laxisme, et en même temps dire qu'il faut voter pour lui, et de l'autre, donner le sentiment de vouloir se mélanger aux valeurs du Front National. Donc, au fond, de dire, vous nous avez éliminés, mais on n'est pas obligé de voter pour l'un et de voter pour l'autre. D'autant plus que, et je pense que c'est pas complètement faux comme analyse, le Parti Socialiste parle beaucoup avec le Front de Gauche, et que le Front de Gauche est en grande partie une vision aussi d'extrême gauche. Quand on entend parler de Mélenchon, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui nous rassure sur la démocratie. Donc il n'y a pas de raison de rentrer dans ce débat, c'est pas le nôtre. Nous, ce qu'on doit faire, c'est être suffisamment fort pour résister à ce débat. Alors, quand on n'a pas su le faire, on avait cette, je pense, le Front républicain, c'est-à-dire au fond de voter pour le Parti Socialiste quand vous êtes UMP ou le contraire, ça crée toutes les confusions et ça profite aux extrêmes. Et je pense qu'il ne faut pas le faire. Alors après, il y a eu des interprétations chez Nadine Morano. Nadine, là, on était au bureau politique. Je suis en retard, je suis désolé, parce que c'est incommodant. Il y a un bureau politique qui a duré un peu, parce que dans ce bureau politique de l'UMP, il y a beaucoup de députés, ministres qui ont été battus. Bon. Et donc, évidemment, c'est une souffrance. Hein. Enfin, c'est pas uniquement un job, c'est tout un engagement personnel, familial, c'est des heures et des heures, c'est du temps, c'est beaucoup de choses, il y a beaucoup d'affect. Les gens ne sont pas des robots, des machines. Et donc il y a eu beaucoup de souffrances exprimées. Et Nadine Morano, elle a pas varié du tempérament qu'elle avait auparavant. Elle n'a jamais dit qu'il faut des alliances avec le Front National, elle n'a pas dit tout ça. Elle a essayé de s'exprimer pour faire en sorte que dans une bagarre épouvantable, il y a des électeurs du Front National qui votaient au premier tour qui se reportent sur elle. Bon, peut-être qu'il y a des mots de temps en temps qui dépassent ou qui choquent, mais elle est dans un combat, et dans ce combat, c'est facile de juger de l'extérieur. Toutes les circonscriptions ne se ressemblent pas. Et en même temps, Kosciusko-Morizet, elle avait même
comme d'autres, et moi je serais plutôt proche de cette voie, qui est de considérer, je ne voterai jamais pour le Parti Socialiste aujourd'hui, mais en même temps, j'ai bien envie de montrer quelle est la différence entre voter pour le Front National et voter pour l'UMP. Et si on ne fait pas cette différence, elle est, d'abord, elle ne relève pas de mes propres valeurs, et deuxième point, elle est mortelle pour la droite républicaine, mais totalement mortelle. Donc nous devons aussi clarifier les choses là-dessus. Mais c'était le cas de quelques circonscriptions, très très peu. Et cette règle a été acceptée par une grande majorité de l'UMP. Il faut aller maintenant probablement plus loin. La vraie réponse, elle est en nous-mêmes, elle n'est pas dans l'opposition à un tel ou un tel, elle est en nous-mêmes. Vous avez évoqué la défaite. Donc peu de temps après, les langues ont commencé à se délier, notamment pour la succession de Jean-François Copé à la tête de l'UMP. Alors, on sait que François Fillon est désormais candidat officiel, Jean-François Copé bien sûr. On a même entendu M. Barouin exprimer ses envies de diriger le mouvement. Alors, de quelle personnalité vous sentez-vous le plus proche, en toute honnêteté? Je vais faire la langue de bois, en toute honnêteté. Justement. Parce que ce matin, il y a eu une élection au groupe UMP, il y a eu plusieurs candidats, il y a eu Jacob, qui était sortant, Xavier Bertrand y est allé, Hervé Guémard. C'est quand même mieux qu'il y ait plusieurs candidats, quoi. Il y a une élection, c'est quand même mieux qu'il y ait plusieurs candidats. Ça aurait été un peu surprenant qu'il n'y ait pas plusieurs candidats quand on commence à dire l'UMP doit se reconstruire. Bon, alors je sais bien qu'on va mettre plus qu'une semaine, hein, on va mettre des mois et des mois, mais en même temps, c'est mieux qu'il y ait plusieurs candidats. Et c'est bien qu'il y ait plusieurs candidats sans que ça laisse réellement de traces. Parce que si on est obligé qu'il y ait qu'un seul candidat pour éviter qu'il y ait après des traces, on a du mal à vivre dans la même famille, quoi. Et ça a été pas mal fait sur l'élection de groupe, et c'était bien. Alors maintenant, après, sur l'UMP, il faudra qu'elle se retrouve un nouveau chef, un nouveau président, et il y aura un débat interne, hein, on ne va pas y couper. Ce débat interne sera, je l'espère, de bonne qualité, et permettra aussi d'arrêter une ligne politique que mettra en application ce président, son équipe, sans éloigner, évidemment, celui ou tous ceux qui auront débattu dans ce combat. Alors peut-être que tout ça c'est un rêve, peut-être que ça se passera très très mal. Moi j'étais favorable, je l'ai dit au bureau politique tout à l'heure, favorable à ce qu'on avance le calendrier. Plutôt que de chamailler pendant 4 mois, il faut qu'on désigne le président de l'UMP d'ici le 14 juillet, qu'on se mette en ordre de bataille pendant l'été, qu'on réfléchisse jusqu'à l'automne, mais surtout qu'on ait un débat interne limité, parce qu'au fond, ce qui est très très important, c'est d'avoir un débat avec le pays. Il va y avoir des textes très importants, on va voter un nouveau budget, il y a des problèmes de compétitivité, il y a des problèmes d'Europe, il y a des problèmes dans tous les sens. Très sincèrement, il faut qu'on fasse entendre notre voix, plutôt que de savoir qui va présider l'UMP et quel sera le courant le mieux placé. Je trouve ça plus dérisoire que le débat national. Bon, j'ai pas été entendu du tout, hein, faut qu'on l'admette, pas du tout, donc le débat sera long, il y aura jusqu'à l'automne, et j'espère que ce sera profitable pour mon parti politique. Donc vous ne faites pas de confidence sur votre vote? J'ai pas envie de rentrer dans des chapelles. D'abord, bien sûr, j'ai des préférences, mais en même temps, j'ai pas d'adversaire. Vous voyez, des gens qui ont des adversaires absolus dans leur parti. À peu près, je travaille avec tout le monde, j'aime bien Copé, j'aime bien Fillon, plein d'autres, et je me dis que la réalité des choses, ce serait bien que tout ce monde-là s'entende et qu'on ait une IMP la plus unie possible. Bon, ça c'est une vision certainement de rêve, mais je veux pas, j'essaierai de ne pas participer en fait à un clivage profond de mon propre parti, mais si une démocratie, il faut l'assumer dans ce cas-là, et j'espère qu'on l'assumera tous. Donc l'UMP a récemment dénoncé le tour de vis fiscal qu'allait mettre en place la gauche, notamment avec le relèvement de la tranche marginale d'imposition à 75%, le relèvement de l'ISF, l'impôt progressif pour les entreprises. Alors, selon vous, quelles sont les mesures les plus préjudiciables à l'économie française, et y en a-t-il qui trouvent grâce à vos yeux? Je n'ai pas encore le collectif budgétaire sous les yeux, puisque je pense que ça sera présenté début juillet. Je ne sais pas plus que vous ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'en dit la presse, mais disons sur le programme. Il y a un choc fiscal, comme on dit, hein, donc une pression fiscale forte, une nouvelle pression fiscale forte qui va évidemment venir. La clé du Parti Socialiste, c'est pas sur la dépense, sinon je l'aurais dit. Regarde, ce matin, on a commencé à dire qu'il allait supprimer la force de dissuasion. C'est la première fois d'ailleurs qu'Alain Juppé prenait une position contre Michel Rocard après tant d'années de copinage. Donc là, il expliquait que c'était une drôle d'idée, que si on voulait évidemment que l'Iran domine le monde, il fallait surtout désarmer toutes les puissances démocratiques. Ça coûte cher, bien entendu. Et on a aussi un statut à respecter dans notre pays. On n'a pas décidé comme ça par hasard d'être une puissance nucléaire. On est aussi une puissance suradministrée.
j'ai fait baisser le nombre de fonctionnaires. Le 1 sur 2, c'est moi qui l'ai mis en œuvre. C'est plus facile à dire qu'à faire, entre nous. Il n'y a que des coups à se prendre. On a réduit de 150 000 le nombre de fonctionnaires d'État, ça ne semble sûrement pas suffisant, il faut essayer de continuer. Donc, comme les socialistes ne savent pas très bien où ils peuvent faire des économies, donc ils font uniquement du fiscal. Et il y a sûrement, certainement une bonne dizaine de milliards d'euros à trouver cette année, si on veut respecter la trajectoire de finances publiques et celle qui nous engage vis-à-vis de l'Europe, puisque la croissance est moins importante et que les rentrées fiscales sont moins fortes, et puis à l'année prochaine, probablement 20 ou 25 milliards d'euros à remettre. C'est des chiffres colossaux, mais considérables. L'impôt sur les sociétés, il rapporte une quarantaine de milliards. Dans les bonnes années, pas dans les années de crise, dans les très bonnes années. Donc c'est des chiffres tout à fait gigantesques. Je ne sais pas comment on peut y parvenir, et je pense que c'est au contraire extrêmement mauvais de continuer une pression fiscale qui est déjà extraordinairement forte. Je vous prends un exemple. Quelle est la clé aujourd'hui, je trouve, personnellement, je ne suis pas le seul à la penser, quelle est la clé de l'avenir de notre pays? C'est d'être compétitif. Si on n'est pas compétitif, voilà, les autres passeront devant. L'Allemagne en particulier. Et les emplois s'enfuiront. Dans les 10 dernières années, la perte de compétitivité par l'Allemagne, par les salaires notamment, elle est gigantesque. Donc, je ne dis pas que tout va très bien en Allemagne, mais on va quand même. Et donc, on a besoin de plus de compétitivité. Baisser le coût du travail, réduire les charges sociales sur le travail. On avait commencé en augmentant la TVA et en baissant les charges sociales sur le travail. C'est un début, c'est un signal. On voit bien que c'est pas comme ça que ça va se passer. Et tout ce qui alourdira les charges des entreprises aujourd'hui va contre l'intérêt du pays et contre l'intérêt des travailleurs de ce pays. Et l'augmentation des charges sociales, par exemple, pour financer les deux couteaux dans la réforme des retraites, cette augmentation de ces charges sociales, c'est totalement inutile. C'est inutile. Pourquoi aller chercher 5 milliards d'euros dont on n'a pas besoin si on laisse la réforme en l'état? Pour faire plaisir à un certain nombre de gens qui nécessairement sont contents, au fond. Évidemment qu'on a toujours de bonnes raisons de considérer qu'on peut partir plus tôt parce que telle raison et telle autre raison. J'ai pas de problème là-dessus. Sauf est-ce que c'est l'intérêt national? Non, je ne crois pas. 5 milliards d'euros annuels, est-ce que c'est l'intérêt national? On vous dit c'est financé. Est-ce qu'on a besoin de financer? Est-ce qu'on a besoin d'augmenter les charges sociales pour ça? On a besoin de les augmenter déjà pour la maladie. On a besoin de le faire pour la famille. On nous parle de dépendance, d'un 5e risque. Il y en a déjà 4 qui sont en déficit. Donc c'est des questions qui ne sont pas des questions dérisoires, c'est pas des questions banales, c'est pas des questions qui doivent être poussées comme ça d'un revers de main. C'est des questions fondamentales pour l'avenir de notre pays. Et le débat sur la compétitivité, il est très très mal engagé. Et alors on voit que ça va être très compliqué pour la France pour réussir à maintenir son budget en ordre. Est-ce que vous pensez que la France pourrait, dans quelques mois, peut-être une année ou deux, se retrouver dans une situation à l'espagnole, à l'italienne un petit peu, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt à 6-7% sur le marché obligataire, des notations d'agences qui diminueraient sans cesse? Si le président de la République applique son programme, évidemment. Si le président de la République n'applique pas son programme, on a des chances. C'est compliqué pour lui, parce que s'il applique son programme, à mon avis, on va dans le mur, c'est un programme de dépenses, on va dans le mur, et s'il n'applique pas son programme, il trahit ses électeurs. C'est compliqué. Je ne sais pas quel est le cerveau, je n'ai pas de conseil à lui donner, mais je vois bien que toutes les premières décisions sont des décisions où on dépense beaucoup d'argent. Pourquoi augmenter l'allocation d'entrée scolaire? Pourquoi mettre 400 millions d'euros de plus? C'est très très bien pour les gens qui la touchent, j'ai pas de problème non plus là-dessus. Vraiment qu'il y a un problème. Sauf qu'on n'a pas cet argent. Juste, on n'a pas cet argent. On a besoin de l'emprunter. Alors on peut toujours se dire, on va le financer en modifiant les règles du quotient familial. Est-ce que c'est une si bonne idée que cela? Je ne crois pas non plus. Donc il y a plein comme ça, de décisions, des décisions des années 80 et qu'on retrouve aujourd'hui. Il faut pas faire ça. On ne peut pas dire à tous les peuples qu'il faut faire des efforts et nous n'en faire aucun. Et le débat sur la croissance est juste un débat complètement stupide. Elle a raison, la chancelière allemande, de le dire. Évidemment qu'on veut de la croissance. Il y a des États qui nous ont dit, je veux pas de croissance, je veux surtout pas de croissance. Je veux surtout pas de croissance de pouvoir d'achat. J'aime beaucoup de chômage et si possible, si on peut réduire le pouvoir d'achat des Français, on sera très très content. Personne ne dit ça, avec une drôle d'idée. Oui, mais juste que pour la croissance, il faut quand même un tout petit peu essayer de la déclencher. Et pour la déclencher, c'est pas par des mesures de laxisme. C'est pas par la dépense publique dans un pays qui a déjà 54% de dépenses publiques. Oui, mais il y a deux visions pour revenir à la croissance, c'est la relance ou l'austérité qui est appliquée en ce moment en Europe, enfin en Italie, en Espagne, en Grèce. Est-ce que, on a cru
cru comprendre à travers votre réponse qu'on était plus sur une politique d'austérité qui allait ramener la croissance plutôt qu'une politique de relance comme le prône François Hollande. Mais est-ce qu'on ne voit pas la limite justement de ces politiques à l'allemande qui sont appliquées en Italie, en Grèce et en Espagne? La politique allemande, elle a pas si mal réussi que ça en Allemagne. Et on vit avec crédit. Nous avons quasiment 2000 milliards d'euros de dette. Une grande partie, à peu près 500 milliards, sont dus à cette crise. Donc on a déjà relancé. On n'a pas les moyens de relancer. S'il y a le même type de crise, on n'a plus du tout les mêmes moyens en termes de finances publiques de l'affronter. Et moi j'ai eu ce débat, on était avec Christine Lagarde, j'ai eu ce débat devant l'Assemblée. Le Parti Socialiste considérait que c'était pas assez. Aujourd'hui, il nous dit vous avez fait trop de dettes. Il nous dit que c'était pas assez comme type de dépenses. Donc on a relancé, et tous les États l'ont fait. Et pour d'autres États, bien plus que cela. Donc cette phase de relance, elle a eu lieu. Le fait de dépenser de l'argent public à la place de l'argent privé qui ne s'investissait plus, pour essayer de tuer cette crise dans l'œuf, ça a eu lieu cet effort-là. Aujourd'hui, il faut évidemment assainir les finances publiques et en même temps avoir évidemment cette idée de croissance. Mais si la croissance c'est uniquement par la dépense, tout le monde a fait ça depuis 30 ans. Tout le monde, c'est extraordinairement facile. C'est un prétexte. C'est le prétexte du non-effort. Vous inquiétez pas, on va y arriver, ça va pas faire mal. Bah oui, mais ça va quand même faire un peu mal, vu qu'on est beaucoup endettés, qu'on a des générations qui arrivent, et qu'il faut essayer de faire en sorte que nos entreprises aient tout petit peu envie d'entreprendre en France et pas à l'extérieur. Si on a envie de faire ça, il faut réformer profondément notre pays. Il faut le faire dans le domaine du droit du travail, il faut le faire dans plein de domaines. Pas dans le domaine du libéralisme, en maîtrisant aussi ce qui est notre identité nationale et notre pacte républicain, pas en faisant n'importe quoi. C'est pas le libéralisme sauvage que j'appelle de mes voeux, évidemment. Pas du tout. Mais en même temps, il y a une culture de l'effort qui doit être faite, surtout dans cette période de sortie de crise. C'est ces états dépensiers qui ont amené au fond à la crise. Donc il faut bien de l'assainissement des finances publiques parce qu'on ne fera pas de croissance et crédit. On a fait, nous, un certain nombre de choses beaucoup de réformes de toute nature. Ce serait trop long pour en reparler, mais ça n'a pas d'intérêt. Mais ce qui est intéressant, par exemple, le grand emprunt. On appelle grand emprunt plutôt le grand investissement. Il faut l'accomplir. L'idée de dire qu'on a une trentaine de milliards pour aller dans un certain nombre de secteurs avec un maximum de rigueur, etc. Bon, tout ça c'est très important, c'est des éléments qui nous amènent à terme de la croissance. Ça c'est bien, il faut le continuer, mais il ne faut pas dépenser plus d'argent, il faut intégrer l'Europe plus, il faut plus de convergence économique, fiscale, sociale, il faut tout cela. Mais sauter sur sa chaise en disant je veux de la croissance, simplement pour éviter de dire au peuple il faudra faire des efforts, c'est une ficelle politique qui est un peu trop grosse. Justement, vous parliez de l'Europe. Un gros problème dans l'Europe actuelle, c'est la Grèce. Avec notamment est-ce que la Grèce doit rester dans la zone euro? Le peuple a voté pour aux élections législatives de dimanche. Est-ce que vous pensez que c'est la seule solution où la Grèce peut sortir à terme de la zone euro? Non, je pense qu'elle doit y rester parce que si elle y reste pas, comme on dit, c'est un signal. Voilà, ça veut dire qu'on commence à faire tomber un domino. Il y a évidemment beaucoup de dominos qui peuvent tomber. Donc, on ne va pas revenir sur l'idée de savoir s'il fallait ou pas prendre la Grèce dans l'euro. Ce débat, il était tranché. Il y est. Et donc, il faut évidemment faire en sorte que cette crise, qui n'arrête pas de durer, franchement, on va d'un sommet à l'autre, enfin trouver une solution. Alors, j'ai l'impression que dans les urnes, ça a trouvé en Grèce une solution à peu près acceptable. Il faut derrière que les mécanismes de solidarité qui ont été votés par les Européens soient faits, et puis éviter que l'Europe n'explose, quoi. C'est pas la peine de passer son temps à taper sur Merkel, ou taper sur les Anglais, ou taper sur des gens, uniquement en criant croissance. Il faut juste savoir, un tout petit peu, mettre un peu d'ordre dans la maison européenne et y mettre un peu de cohérence. Je voudrais vraiment le dire, on est en train de perdre un temps fou. Mais justement, on enchaîne les sommets, on a l'impression qu'à chaque fois, on met une petite rustine qui répare un tout petit peu ponctuellement, et finalement, il n'y a jamais une grosse décision. Qu'est-ce qui pourrait changer les choses? Qu'est-ce qui pourrait amener une vraie fin de crise? L'Europe, elle ne se fait pas comme ça. Elle a beaucoup progressé pendant la crise. Il n'y avait pas de sommet de chef d'État qui s'occupait d'économie. C'était l'ECOFIN, composé uniquement de ministres des Finances. Les chefs d'État ne parlaient jamais d'économie. C'est incroyable, c'est la vérité. L'Europe, elle a créé des mécanismes de solidarité financière, de petits FMI à l'européenne, qui n'ont jamais pu voir le jour avant. On a commencé à parler avec l'Allemagne de convergence fiscale, c'était impossible autrement. On a multiplié les réunions de sommets européens, peut-être ça a donné le sentiment peut-être un peu brouillon, qu'il n'en sort pas toujours quelque chose, mais avant ils ne se voyaient pas assez, peut-être ils se voient trop, je ne sais rien.
mais en tout cas, il faut des résultats, et les résultats se construisent au fur et à mesure. C'est des États avec des cultures, des niveaux de richesse, des problématiques tellement différentes, hein, qu'il faut bien continuer à se voir de cette façon-là. Ce qui ne sert à rien, c'est ce qui se passe actuellement, avec le sentiment qu'on est en train de brouiller les cartes, et que, évidemment, on voit bien Obama qui arrive derrière et qui dit aux Européens, entendez-vous, et si vous voulez, je vais essayer de jouer le rôle de médiateur entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Quelle drôle d'idée, c'est quelque chose qui est insupportable. Pour nous, Européens, la crise, elle vient des États-Unis, on va recevoir des leçons des États-Unis. On doit trouver, je pense, la voie, une voie raisonnable, et ça ne sert à rien de taper sur Mme Merkel de cette manière-là, en essayant de jouer sur sa défaite aux élections futures. Et en même temps, la France doit évidemment dire ce qu'elle a à dire. Les eurobonds, tout ça, tous ces sujets-là sont évidemment des sujets dont il faudra parler un jour, mais ce n'est pas des sujets dont il faut parler maintenant. C'est la résultante d'un certain nombre de décisions qu'il faut prendre maintenant. Et maintenant, les décisions elles doivent être prises sous l'angle de l'assainissement de nos finances publiques. Si on veut revenir à 3% l'année prochaine, je vais autant vous dire que le pas, c'est un pas de géant. C'est un pas de géant. Et ça se fait pas en tapant sur des doigts ou en écrivant des petites notes venues directement de Bercy ou d'un certain nombre de conseillers. C'est des décisions politiques majeures, et les Français sont bien obligés de les partager. Et ça, il faut dire la vérité aux gens. Alors, on parlait de la Grèce, un des premiers problèmes grecs, c'est l'évasion fiscale. On sait, à peine 30% des gens qui payent leur impôt en Grèce. Mais la chasse aux évadés fiscaux, ce n'est pas du tout une mince affaire, et vous en savez quelque chose. Alors, vous avez bataillé ferme en France contre la fraude fiscale lorsque vous étiez ministre du Budget, notamment avec la liste des 3 millions. Alors, pour rappel, donc le procureur Éric de Montgolfier avait récupéré en 2009 une liste volée par un employé de HSBC à Genève contenant 127 000 comptes de 80 000 clients d'HSBC, dont 8 000 Français. Ces fichiers ont révélé une fraude fiscale massive et ont été épluchés par l'administration